est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. Une Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce plutôt mal pour l'équipe nationale sénégalaise. À moins de 48 heures du match contre le Zimbabwe, 3 nouveaux joueurs, dont le capitaine de l'équipe, ont été déclarés positifs au coronavirus. Dans ce journal, nous ferons le point avec notre envoyé spécial au Cameroun, Bakary Cissé. Nous recevrons également le consultant sportif Talla Sall, avec qui nous parlerons en détail des options qui s'offrent aux sélectionneurs Aliou Cissé. L'actualité de ce samedi 8 janvier, marquée également par le démarrage de la campagne pour les élections locales du 23 janvier prochain. Ce samedi, Abdoulaye Diouf Sarr a démarré sa campagne avec une caravane au cours de laquelle il a énuméré ses projets pour la capitale sénégalaise. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février prochain. Après les tests positifs qui ont bloqué plusieurs joueurs sénégalais à Dakar, le capitaine de l'équipe nationale Kalidou Koulibaly, le gardien Edouard Mendy et l'attaquant Famara Diédhiou ont également été testés positifs. Ce samedi, un coup dur pour l'équipe du Sénégal et pour son sélectionneur Aliou Cissé. À 48 heures du coup d'envoi du match contre le Zimbabwe, on fait le point avec notre envoyé spécial au Cameroun, Bakary Cissé. Prévu au stade de Bangoum, la séance d'entraînement des Lions a finalement eu lieu au complexe Tajidor de Bangoum. La cause, le coronavirus qui a encore frappé le cœur de la tanière. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Famara Diédhiou ont été contrôlés positifs à 48 heures du match. Donc systématiquement, le plan de Aliou Cissé a été perturbé et le sélectionneur est obligé, n'est-ce pas, de répéter les dernières gammes de son équipe dans le complexe. C'est le CDI national qui devait s'y entraîner. Finalement, de concert avec la conférence officielle du football, le staff technique de Lions est resté, n'est-ce pas, sur sa base du complexe Tajidor. Donc, quoi que l'on puisse dire aujourd'hui, cette équipe du Sénégal ne se prépare pas dans la plus grande sérénité. Parce que depuis le 3 janvier, cette équipe du Sénégal est frappée par le coronavirus. Des tests Covid-19 effectués donc ce samedi au sein de l'équipe nationale du Sénégal et qui ont révélé 3 cas positifs, dont le capitaine de l'équipe. Les Lions ont toutefois pu tenir une séance d'entraînement, selon le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Chersek, que je vous propose d'écouter. Préféré pour un d'entraînement parce qu'on devait quitter l'hôtel à 14h pour aller s'entraîner à Bafoussam, à 1h d'ici. Mais l'encadrement médical a préféré que tout le monde fasse le test d'abord pour éviter qu'il y ait des cas de propagation dans le bus. Alors, à la fin des tests, on a découvert qu'on n'avait pas 3 cas, pas des moindres quand même. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Famara Diédhiou. Bon, en plus des 5 qui sont restés à Dakar, ça commence à faire beaucoup. Et il y a aussi Edouard Gomis qui n'est pas encore là. Alfred Gomis, du moins, qui n'est pas encore là. Mais c'est pas un problème, on va faire face. Parce que ça nous a permis quand même de se réorganiser pour s'entraîner ici avec nos amis guinéens, parce que c'était prévu qu'ils s'entraînent à 17h. Alors on a eu juste le temps de nous entraîner, d'être sur le terrain à 14h30 pour avoir quand même une séance complète. Et avec moi sur ce plateau, Talla Fall et non pas Talla Sall, comme j'ai pu le dire dans les titres, mais bon, on va dire que ma langue avait fourché. Talla Fall, vous êtes consultant sportif à la télévision Futur Média. Merci d'être avec nous. Talla, ma première question, avec ce nouveau cluster dans la tanière des Lions, comment envisager un match dont le lancement est prévu dans seulement 48 heures, même moins de 48 heures? De toute façon, il va falloir faire avec, quel que soit Alpha. Donc ça fait partie des dispositions qu'avait prises la CAF pour permettre au moins aux sélections de pouvoir disposer de 28 joueurs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si on en a 7 qui sont restés ici en rade, sur le quai, et 3 qui viennent d'être testés positifs. Sur place. Donc ce qui veut dire qu'au moins aujourd'hui, on a 10 joueurs qui ne sont pas opérationnels. Et à partir de ce moment, je pense quand même qu'il va falloir renforcer et bunkeriser davantage la tanière. Parce que qu'on le dise ou pas, c'est-à-dire que quelque part, on a été un peu laxiste
dans notre organisation. Parce que, oui, quand même. Ça aurait pu être anticipé. Si, parce que déjà, rien qu'à Dakar, à la remise du drapeau, on a vu quand même comment ça a été géré. Et après, il ne fallait pas s'étonner quand même qu'on ait pu avoir des cas. Et ce qui fait qu'il y a eu des jours qui sont restés à quai. Maintenant, arrivé sur place, c'est sûr qu'il fallait s'attendre à qu'on fasse des tests. Oui, parce que le Sénégal n'est pas la seule équipe qui compte des cas positifs. On en parlera un petit peu plus tard. Mais là, pour ce qui nous concerne, je pense quand même qu'il va falloir redoubler davantage. Renforcer la sécurité, isoler davantage les joueurs par rapport au reste de la troupe. Donc selon vous, c'est les gestes barrières qui n'ont pas été suffisamment respectés. Non, c'est vrai, parce que même chez nous, ici, entre nous, il faut l'avouer, on n'est pas très rigoureux dans ce qu'on fait. Et quelque part, il y a eu un peu de complaisance. De dirigeants qui viennent, qui repartent, entre les joueurs, et tout ça, ça ne fait pas un bon cocktail. Et je pense aujourd'hui, à la veille d'un match aussi capital et important de ce tournoi-là, il va falloir aussi renforcer la sécurité, renforcer le dispositif, bunkeriser davantage la tanière. D'accord, si ce n'est pas déjà trop tard, puisque, comme vous le dites, de toute façon, on a quand même 10 joueurs qui peuvent assurer. N'oublions pas qu'on n'a même pas encore démarré, oui, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. Donc là, on croise les doigts, on se dit que ça va s'arrêter là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de regarder là où on a failli. Parce que c'est ça aussi, l'organisation. Tout ne peut pas être parfait, mais au moins qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on en tire des leçons. D'accord, Talla. En tout cas, le premier match des Lions, c'est dans moins de 48 heures. Ce sera face au Zimbabwe. Le gardien titulaire de l'équipe, donc Edouard Mendy, il a été testé positif ce samedi. Son remplaçant, bien évidemment, Alfred Gomis, il n'a toujours pas pu rejoindre l'équipe qui est en ce moment à Bafoussam. Vu votre tête, j'imagine que vous vous dites que ça aurait pu aussi être anticipé. Alice Cissé, est-ce qu'il va parvenir à avoir un gardien en moins de 48 heures ? Écoutez, de toute façon, lui, il avait déjà pris les devants. Pour une fois, par exemple, il y a eu de la contestation par rapport aux 4 gardiens qu'il avait pris, parce que j'ai vu, même dans une sortie de l'ancien portier de l'équipe nationale, Khalidou Sissoko, qui parlait pourquoi prendre 4 gardiens. Aujourd'hui, je pense que le sélectionneur a eu raison sur nous tous en disant qu'il a eu l'opportunité d'en prendre 4. Aujourd'hui, il y a 2 qui ne sont pas opérationnels de suite et il lui en reste au moins encore 2. Ce qui veut dire qu'il n'a pas encore grillé toutes ses chances de pouvoir disposer de 2 gardiens qui sont au moins opérationnels à la veille C'est pas trop à la dernière minute, à moins de 48 heures, il va pouvoir avoir un gardien sur place au Cameroun. Oui, il en a déjà au moins. Je pense quand même que ça, c'est au moins l'avantage d'avoir 28 joueurs sur une liste quand même qui peut partir en Coupe d'Afrique. Et on le disait il y a un instant, du coup, du côté de l'équipe du Burkina Faso, la situation elle est également compliquée puisque 5 joueurs de l'équipe ont été testés positifs au coronavirus. Idem pour l'entraîneur d'ailleurs burkinabé. À 24 heures du match du Burkina qui lui devait faire son entrée demain contre le Cameroun, le staff médical du Burkina Faso demande une contre-expertise. Pourquoi, Talla ? Est-ce qu'il y a des raisons de douter de l'efficacité des tests qui ont été effectués ? Absolument, parce que là où il y a eu un problème et il y a eu un doute, c'est quand on a eu une équipe médicale qui est venue visiter l'équipe burkinabé en se disant que oui, on a été envoyé par la CAF alors qu'ils n'ont pas été envoyés par la CAF, cette équipe médicale qui s'est présentée devant les joueurs burkinabés. Donc, à partir de ce moment, il y a eu suspicion. Pourquoi on attend de devoir jouer un match aussi important et aussi capital, un match d'ouverture, et on envoie une équipe médicale pour dire qu'ils ont été affrétés par la CAF, alors que ce n'était pas le cas. C'est la même équipe médicale qui a testé les joueurs du Sénégal ? Pour les joueurs du Sénégal, c'était une équipe de la CAF ou la même équipe médicale que pour Aujourd'hui, dans cette organisation-là, on peut s'attendre à tout. Maintenant, pour l'équipe du Sénégal, je pense que le staff médical qui s'est déplacé, ça a été vraiment envoyé par la CAF. Talla, quand vous dites dans cette organisation-là, ça veut dire dans... Parce qu'il y a une cacophonie. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer des médecins ou un staff médical en disant qu'ils ont été envoyés par la CAF alors que ce n'est pas le cas. Donc ça sème le doute. Pourquoi des joueurs burkinabés qui doivent jouer avec le pays organisateur, à la veille d'un match aussi important, on leur dit que oui, vous avez 2 ou 3 éléments essentiels de votre équipe qui sont testés positifs. Et à partir de ce moment, ça change toute une organisation. C'est comme quand vous regardez l'équipe nationale du Sénégal, ça fait partie d'une colonne vertébrale. Parce que quand tu prends le gardien
un défenseur central et un attaquant, il te manque un milieu de terrain pour avoir une colonne vertébrale complète. Et c'est ça aussi une équipe. Une équipe, quand elle est dépourvue d'éléments aussi importants, à partir de ce moment, tu peux avoir un déséquilibre. Et ça peut fausser ton plan. Et là, vous y croyez donc à la véracité de ces tests? Il y a quand même autre chose qui interpelle quand même, c'est le cas du joueur sénégalais Lamine Diatta. Alors il a été testé le 4 janvier à Dakar. Entre-temps, il a été déclaré négatif et il s'est donc rendu au Cameroun pour le démarrage de la compétition. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien car il a été à nouveau testé positif. Comment est-ce que c'est possible? Maintenant, ça met en doute les tests. Quel que soit Alpha, est-ce que c'est des tests qui sont fiables ou pas? Donc ça, personne ne pourra y répondre. Et c'est pourquoi il est important aujourd'hui d'avoir un staff médical assez étoffé. Et on en a parlé ici sur ce plateau de la TFM en disant qu'il fallait étoffer notre staff médical. Parce qu'on est dans une période de pandémie. On aura besoin de beaucoup de staff, de médecins, de kinés, de généralistes, de tout ce qu'il faut vraiment pour pouvoir retaper et requinquer nos joueurs. Et à partir de ce moment, si on est assez outillé pour avoir tous ces éléments-là, je pense quand même qu'on pourra faire face à cette situation. Thalassal, une dernière question. Au vu de la situation sanitaire mondiale, est-ce qu'il n'était pas plus sage, tout simplement, d'annuler, voire de reporter la compétition comme ça a été fait l'année dernière? Non, moi je pense quand même qu'il fallait qu'on joue cette compétition parce que ça a été reporté et reporté. Et pourquoi ça ne se passe pas comme ça devrait? Pourtant, il y a eu des compétitions internationales qui se sont passées récemment. Donc c'est vrai. Mais est-ce qu'en Afrique on est prêt, comme à l'international, mais il faudra, pour faire face à ce genre de problématiques? Parce que là où je ne suis pas d'accord avec certains dirigeants du football mondial, c'est qu'ils ont laissé passer des coupes, des organisations et des tournois qui se sont passés, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, parce qu'il s'agissait de pouvoir libérer certains joueurs dans des clubs européens, et là, même avec le lobbying qui se fait, on oriente les débats. On se dit, ouais, on n'a pas encore tout le dispositif pour le pass sanitaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce tournoi-là? On n'a rien reçu, parce que ça ne les arrangeait pas. L'enjeu est beaucoup plus financier. Et le lobbying a marché à un moment donné en Europe. Moi-même, je m'y trouvais. À un moment donné, tu entendais partout. Chaque jour, tu entendais des déclarations concernant l'annulation de ce tournoi. Et même le président de la CAF, à un moment donné, certains dirigeants africains voulaient se renvoyer, tels que les Marocains, les Burkinabés, les Égyptiens. Ils n'ont pas été solidaires. Je pense quand même que quel que soit Alpha, aujourd'hui, on a 28 joueurs qui sont capables de pouvoir jouer. Même si on en a 18, on doit pouvoir faire ce tournoi-là. Parce qu'il y va de notre fierté et il y va d'un tournoi aussi important pour nous. C'est notre tournoi à nous. Même s'il y a des couacs, on doit pouvoir les corriger pour que demain, on puisse au moins aller de l'avant. Maintenant, c'est vrai que l'organisation démarre pas trop bien. Sur les chapeaux de roue, on peut le dire. Voilà, mais quand même, on va s'améliorer. On verra. De toute façon, la compétition, pardon, elle va durer un peu moins d'un mois. Je pense que c'est possible de rectifier le tir. Mais c'est possible, parce que tout ça, par moment, ça fait partie de l'intox. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs européens qui seront dépourvus de joueurs africains et qui sont des pions essentiels dans leur dispositif. Et ça ne les arrangeait pas. À un moment donné, ils ont voulu même caricaturer notre Coupe d'Afrique, oui, en disant que c'était une petite compétition. Un petit tournoi qui doit se passer quelque part. Alors que l'Afrique, c'est 54 pays qui vont peser dans l'élection du prochain président de la FIFA. Il faudrait que ces gens-là nous respectent, sachent quand même que c'est un tournoi continental. Il faudrait qu'on le prenne comme le tournoi en Amérique du Sud, le tournoi qui se passe un peu partout à travers le monde, même la Coupe d'Europe des Nations, c'est pareil. Donc chaque continent a son tournoi et nous, on a notre tournoi, même s'il y a des impairs, mais il va falloir faire avec. À nous de tout faire en tout cas pour que ça se passe bien et que la réputation du continent africain sorte grandie de cette Coupe d'Afrique des Nations qui, on l'espère, va bien se dérouler. En tout cas pour l'équipe du Sénégal qui fait son premier match dans... Excusez-moi, un petit peu moins de 48 heures face au Zimbabwe. On verra ce que décide de faire Aliou Cissé. En tout cas, vous êtes optimiste. Mais absolument, parce qu'on a des joueurs aujourd'hui qui jouent partout à travers le monde. Ils ont une classe mondiale. Parmi tous ces garçons qui sont là-bas, chacun sera
en mesure de répondre présent si le sélectionneur fait appel à toi. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, ils sont tous conscients de l'enjeu et de leur présence dans cette équipe nationale-là, parce qu'il y a d'autres quand même qui auraient aimé être à leur place. C'est ce qu'on espère. Merci Talafal. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations sur les plateaux de la télévision Futur Média dédiée à la CAN 2022. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Recrudescence de l'épidémie du Covid-19 au Sénégal, une situation qui survient alors que les acteurs du secteur du tourisme viennent tout juste de relancer leurs activités, alors que le nombre de cas a encore augmenté ces derniers jours dans le département de Mbour. Hôteliers et restaurateurs ne veulent plus de restrictions. Leur réaction, c'est dans ce reportage signé Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Le coronavirus reprend de l'ampleur dans le département de Mbour. Les transporteurs et chauffeurs alertent et expriment leur inquiétude. Depuis la première vague, on est en train de respecter les mesures barrières, mais aussi de respecter les mesures de propreté dans nos garages. Donc je pense que la première vague nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, on ne souhaite plus que les frontières soient fermées ou que les garages soient fermés. Et j'espère qu'on prendra toutes les dispositions pour éviter cela, parce que c'était très difficile lors de la première vague. Cette recrudescence commence à impacter à nouveau le secteur du tourisme. Plusieurs réceptifs ont enregistré des annulations sur des réservations. Qui dit le secteur touristique dit tourisme. Et aujourd'hui, on avait un très bon début en début d'année, vers le mois d'octobre, novembre, décembre. Je pense que les structures ont bien travaillé, mais on comptait beaucoup sur le mois de janvier par rapport aux tours opérateurs, qui ont l'habitude de venir après juste les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette quatrième vague, ça risque de péricliter pour le secteur du tourisme. Les acteurs du tourisme et du transport invitent les Sénégalais à se faire vacciner, mais aussi à respecter les mesures barrières, une manière de lutter contre la pandémie. On passe à la politique à présent avec le démarrage de la campagne pour les élections locales. Le candidat de la coalition de la mouvance présidentielle, Abdoulaye Diouf Sarr, a dévoilé une partie de son programme et sa vision pour la ville de Dakar. En démarrant sa campagne avec une caravane, Abdoulaye Diouf Sarr veut moderniser la capitale, créer des emplois pour les jeunes et sécuriser davantage les quartiers dakarois. S'il est élu, Abdoulaye Diouf Sarr promet un Dakar nouveau aux populations. Retour sur son premier jour de campagne, c'est avec Al-Hassan Ba et Mamadou Ba. Ainsi démarre la première journée de campagne du candidat de Benno Bokk Yakaar pour la ville de Dakar. Une caravane avec les différents leaders membres de cette coalition au pouvoir. Ce matin, ce sont les différentes communes de l'arrondissement des Almadies qui sont ciblées. Demain, nous ferons un tour dans l'arrondissement de Plateau et tout à l'heure, nous tiendrons un grand meeting aux Parcelles Assainies. Donc nous allons faire 14 jours de campagne dans la discipline et avec beaucoup d'élégance. Nous avons bien démarré la campagne, donc on espère que tout ira bien pour le candidat de Benno Bokk Yakaar que j'accompagne ce matin. Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba, coordinateur national de la coalition Benno Bokk Yakaar, main dans la main, affiche une grande confiance. Un Dakar nouveau, c'est ce qu'il propose aux habitants de la capitale. Oui, un Dakar nouveau. Les Sénégalais ont besoin d'un maire qui prendra en charge les préoccupations des Dakarois. Un maire qui sait ce qu'il fait, qui a une vision. Donc j'invite tous les Dakarois à voter la liste Benno Bokk Yakaar pour qu'Abdoulaye Diouf Sarr soit le 10e maire de la capitale. Benno Bokk Yakaar a sorti la grosse artillerie. Ce que veut la coalition, c'est un changement. Et pour cela, ses membres invitent les populations à faire le vote utile. Le vote utile, c'est ça qui va faire le changement. Ça, c'est un message que je lance aux électeurs de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Il faut voter utile. Ce sont les coalitions qui vont gagner. Il faut que les gens sachent que la démocratie est la base d'une république. Et de ce fait, ce sont les élections qui déterminent les futurs administrateurs publics et politiques. Donc, je pense que le jour du vote, les gens doivent aller voter démocratiquement et on va choisir les dirigeants des communes. La caravane va faire Sacré-Cœur, Ouakam, Ngor, Yoff, Grand Yoff, Patte d'Oie est clôturée par un meeting au stade des Parcelles Assainies. Et
à Kaffrine, la tête de liste de Benno Bokk Yakaar annonce un montant de 120 millions de francs CFA pour réaménager l'entrée de la ville. Pour le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, il s'agit d'embellir Kaffrine, mais également de soulager les conducteurs de véhicules. Écoutons Abdoulaye Saïdousso qui démarrait également sa campagne ce samedi. Il est au micro de notre correspondant Omar Ndiaye. Qui montre notre volonté à améliorer le cadre de vie, mais notre volonté et la volonté du chef de l'État de trouver un cadre de vie beaucoup plus harmonisé pour l'ensemble du pays. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Et dans cette entrée de ville, vous trouvez non seulement les bureaux pour la municipalité, le bureau pour la police, le bureau pour le cadre de vie, mais aussi un petit restaurant qui va servir de cadre d'épanouissement un tout petit peu, mais aussi une petite mosquée qui va servir pour les voyageurs, pour les voyageurs qui sont immobilisés par les policiers de pouvoir. Et nous avons entamé, et ça devrait être dans la première année pour cette région. Et le 15 prochain, nous allons lancer l'entrée de ville de Saint-Louis, celle de Fatick est en construction, et bientôt nous allons entamer Kaolack. Et Kaffrine est la première entrée de ville aujourd'hui inaugurée. Coût global avec les équipements ira faire 120 millions. À présent, direction la commune de Mbadakhoune, dans le département de Guinguinéo. Sur place, la coalition lancée par le beau-frère du chef de l'État, Adama Faye, fait face à des difficultés. Alors que la campagne pour les élections locales a démarré ce samedi, la coalition accuse le sous-préfet de Mbadakhoune de bloquer sa liste, et ce, malgré l'arbitrage du ministre de l'Intérieur. Les détails, c'est avec Pape Mbaye Diao et Fally Gueye. Le sous-préfet de l'arrondissement de Mbadakhoune avait rejeté notre candidature comme motif avancé. Risque de confusion avec le logo de Benno Bokk Yakaar. Ainsi, comme prévu dans le code électoral en ses dispositions des articles L252 et L287, le ministre en charge des élections a arbitré et nous a attribué une autre couleur et un autre symbole. Cependant, le sous-préfet de l'arrondissement de Mbadakhoune refuse toujours de se conformer à la décision du ministre de l'Intérieur pour réintégrer notre liste. Quand je suis allé là-bas, avec donc la note d'arbitrage du ministre, il a vu la note d'arbitrage, il a vu donc la décharge de dépôt de notre maquette, il a vu aussi le nouvel spécimen. Le sous-préfet a reconnu que sérieusement le travail, le dossier a été réglé, mais prétextant qu'il n'a pas encore reçu de correspondance venant du ministre de l'Intérieur, alors qu'il devrait se conformer à la lettre d'arbitrage adressée au préfet de Dakar, parce que c'est cette lettre qui nous a obligés à changer totalement de couleur. Nous lançons un appel à ses supérieurs directs, entre autres le préfet du département de Guinguinéo et le gouverneur de la région de Kaolack, que le sous-préfet de l'arrondissement de Mbadakhoune reste toujours catégorique dans sa position pour nous rétablir dans nos droits en tant que citoyens sénégalais. Et afin d'apporter un traitement équitable de l'information, la rédaction a tenté de joindre le sous-préfet sans succès. Casamance, dans l'arrondissement de Niaguis, où l'État vient d'installer une nouvelle brigade de gendarmerie, une infrastructure qui a pour objectif de renforcer la sécurité au niveau des frontières du sud du pays. L'initiative entre dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes et des territoires frontaliers. Écoutons à ce propos le général Joseph Diop, il est au micro de notre correspondant Bakary Konté. C'est à ce titre, en tant que président de la Commission nationale de gestion des frontières, que je suis ici, à l'invitation de M. Moussa Sow, coordinateur national du PUMA, qui m'a fait l'amabilité de m'inviter à la visite de la brigade de proximité de gendarmerie de Niaguis, après la remise des ambulances à laquelle nous avons assisté tout à l'heure à Ziguinchor. Voilà, le PUMA et la CNGF, deux structures qui interviennent toutes les deux au niveau des frontières, ont décidé de mutualiser leurs efforts en signant un accord de partenariat. C'est pour ça qu'il m'a fait l'honneur de m'inviter ici aujourd'hui pour la visite de cette brigade. Et je voudrais sincèrement les féliciter pour la qualité de la construction de cette brigade, dont les plans ont été faits par le haut commandement de la gendarmerie, donc qui répond aux normes nécessaires en matière de sécurité. Et cette brigade permettra à la gendarmerie de mieux exécuter ses missions de sécurisation, notamment le long de cette route nationale numéro 6, et la prise en compte aussi de toutes les questions sécuritaires dans les environs de Niaguis. Et sincèrement, encore une fois, félicitations M. Sow pour la très grande qualité de cette brigade.
Et nous restons avec la gendarmerie nationale afin de lutter contre les nombreux trafics et le grand banditisme dans la partie orientale du pays. La gendarmerie a mis en place une unité de scanner mobile à Toubafal dans le département de Tambacounda. Plus de détails, c'est avec Dissa Prera. Fidèle à sa démarche, la gendarmerie nationale s'est lancée dans la modernisation de son outil de travail. Et c'est dans cette perspective qu'avec l'appui de partenaires, une unité de scanner mobile est implantée à Toubafal, dans la région de Tambacounda. La création de cette unité de scanner mobile dans ce lieu symbolique de Toubafal constitue assurément un outil indispensable pour renforcer la sécurité de notre pays, en l'occurrence dans sa partie orientale. Je tiens donc à remercier tous les acteurs qui ont apporté leur précieux concours à la réalisation de cette unité. Ces remerciements vont d'abord à l'endroit d'un de nos partenaires stratégiques, à savoir les États-Unis d'Amérique, pour leur contribution significative à la réalisation de cet important projet, fruit de l'engagement volontaire des deux parties. Une unité mobile qui va renforcer considérablement la lutte contre les nombreux trafics dans cette partie orientale du pays, notamment sur le corridor Dakar-Bamako. Et chers amis, que cette unité de scanner mobile, qui vient compléter le dispositif déjà existant, apportera une réponse aux préoccupations sécuritaires légitimes des populations dans un contexte de menaces tous azimuts. Au-delà, les localités de Djanké-Maha, Fongolembi et Mako vont être dotées de brigades de proximité. La région de Tambacounda aussi va être dotée de sections de recherche. Campagne de commercialisation de l'arachide pour l'année 2021-2022. Après une récolte de mauvaise qualité, l'État du Sénégal a décidé de renoncer à la taxe douanière pour ouvrir le marché aux étrangers. Une mesure diversement appréciée par les producteurs. Pour certains, l'ouverture du marché arrive trop tard car les paysans ont déjà vendu la plus grande partie de leur récolte, entre 200 et 225 francs CFA par kilogramme, c'est-à-dire bien en deçà du prix plancher. Leur réaction dans ce reportage, il est signé Oumar Ndiaye et Boubacar Fall. Du gouvernement du Sénégal d'ouvrir le marché aux étrangers, certains paysans se réjouissent. C'est une très bonne mesure. Et les agriculteurs l'attendaient. Toutefois, il faut reconnaître que la Sonacos et Copéol étaient en train de faire un bon travail sur le terrain. Les producteurs achètent convoi l'arachide et sont payés à des délais raisonnables. Mais ces deux structures seules ne peuvent pas acheter toute la production. Pour d'autres, déjà la majeure partie des agriculteurs ont vendu leur arachide. 90 à 95% des agriculteurs ont déjà vendu leur production arachidière. Et certains ont même vendu en deçà du prix plancher. Si le prix est fixé à 250 francs et que les points de collecte ne reçoivent pas de financement pour acheter, les agriculteurs sont obligés de se tourner vers les commerçants. Vendre à 300, 400 francs, c'est très rentable pour l'agriculteur. Mais on a ouvert le marché à pareil moment et la majeure partie de la production est déjà vendue, donc ça n'aura pas d'impact. La mauvaise qualité de l'arachide est pointée du doigt et les agriculteurs l'expliquent par le déficit d'engrais noté cette année. L'arachide a un poids très léger cette année. Il n'y a que des sacs de 50 kilos, voire moins. Il n'y avait pas d'engrais. C'est la raison. Et l'engrais disponible était très cher. Nous demandons à l'État de mettre l'engrais très tôt à la disposition des agriculteurs pour qu'ils puissent l'acheter. L'ouverture du marché aux Chinois et autres étrangers est jugée trop tardive par les agriculteurs du Ndoukoumane, puisque la mesure intervient au moment où plus de 90% de la production est déjà vendue. Parlons cinéma à présent avec le film d'animation Tous Ensemble, un succès en France. Vous le savez, les personnages de films d'animation ont besoin de doublure et l'actrice franco-guinéenne Fatou Kaba fait partie de l'équipe de doublage.